On est d'un pays où il y a plus de 6 millions d'hommes et de femmes qui sont inscrits à Pôle emploi et des millions de gens qui ne sont plus inscrits à Pôle emploi et qui ne cherchent plus de boulot, des millions de gens en situation de pauvreté. Et c'est absolument dramatique. À ce niveau-là, le chômage et la précarité foutent tout en l'air et déséquilibrent toute la société, y compris ceux qui ont un bon boulot, ceux et celles qui sont en CDI dans une bonne entreprise, par exemple leur capacité de négociation sur les salaires ou sur le niveau de la charge de travail. Cette capacité de négociation est mise à mal quand il y a 6 millions de chômeurs. La négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc du coup, dans tous nos pays, la part des salaires, ce qui va au salaire diminue. C'est une des causes de la crise financière. Quand il y a 6 millions de chômeurs, c'est des gens qui ne vont jamais au restaurant, qui ne vont jamais au café, qui ne vont jamais à la charcuterie. Donc y compris les artisans, les patrons de PME ou de restaurants sont touchés aussi. Je dis ça parce qu'on est dans un pays où certains politiques, c'était le cas de Sarkozy, mais ça reste vrai, passent leur temps à diviser la société. Il y a d'un côté ceux qui se lèvent tôt le matin et puis de l'autre côté les assistés. Et je crois au contraire qu'il faut montrer comment on est tous, d'un point de vue philosophique, anthropologique, spirituel, on est tous de la même famille, si on croit à la fraternité, mais aussi du point de vue bêtement économique. Quand il y a 6 millions de chômeurs, c'est 6 millions de gens qui ne cotisent pas pour les caisses de retraite, qui ne cotisent pas pour la Sécu, qui déséquilibrent la négociation sur les salaires, je viens de le dire. Donc on est tous tirés vers en bas. Premier point de diagnostic, ça fout tout en l'air. Une des causes du vote Trump, c'est la précarité. Une des causes du vote FN, pas la seule, mais c'est le sentiment d'abandon, le chômage, la précarité. C'est à chaque fois une des causes de la crise politique. C'est aussi l'incapacité des politiques à répondre à la question sociale. Deuxième élément de diagnostic, c'est que la croissance ne sera plus jamais suffisante pour sortir du chômage. Ça fait 20 ans que je me bats sur cette idée et chaque année j'actualise le graphique. Voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans. Et je crois qu'il faut être quand même très optimiste pour penser que la croissance va revenir. Il y a peu de choses près, c'est la même chose en Allemagne. L'Allemagne a eu 2 années de croissance plus forte là, parce qu'elle a accueilli 1 million de réfugiés. Et quand on accueille 1 million de personnes, évidemment, il faut les nourrir, il faut les loger, et puis ça apporte de l'énergie au pays. Donc depuis 2 ans, la croissance de l'Allemagne est plus forte. Mais c'est une erreur de penser que la croissance va revenir de façon durable et va régler le problème de l'emploi. Dernier élément de diagnostic, en 1993, quand je me suis lancé dans le débat sur la semaine de 4 jours, j'étais en même temps consultant chez Arthur Andersen, Accenture. Donc 5 jours par semaine, j'étais payé pour faire des gains de productivité dans l'entreprise. On arrivait dans une entreprise et en mettant en place des nouvelles technologies, en mettant en place des nouvelles organisations, en formant les salariés, on pouvait faire des gains de productivité colossaux. Et puis le samedi, comme citoyen et comme bénévole, j'allais dans des quartiers difficiles avec ADD Carmonde, qui est une association qui lutte contre l'exclusion, et on faisait du colportage de livres, et je voyais des familles et des quartiers qui étaient foutus en l'air par le chômage et la précarité. Et donc il y a un moment où j'en avais marre de cette schizophrénie, d'être payé 5 jours par semaine pour faire des gains de productivité, et le samedi me donner bonne conscience en allant dans des quartiers très difficiles. Et donc j'ai pris une année sabbatique, j'ai démissionné de chez Accenture pour me mettre bénévolement au service d'ADD Carmonde, et c'est là qu'avec des copains, on s'est dit, on a la chance tous d'avoir un cerveau qui marche bien, d'être bac+5, bac+8. On ne peut pas se contenter de critiquer les politiques. Déjà en 93, on les trouvait nuls. Alors je ne dis pas en 2017 ce qu'on en pense, mais on a le droit de réfléchir et de dire quelles sont les solutions. Et donc je voyais bien comment les gains de productivité, contrairement à ceux qui se disent schumpeteriens, qui pensent que hop, tout se transforme, youpla boum, il y a des emplois qui se détruisent, il y a des emplois qui se créent, il y a bien un effet massif c'est pas la fin du travail, c'est pas que le travail s'effondre, mais il y a bien une diminution du besoin de travail, c'est indiscutable. On a besoin de moins de travail pour produire plus de richesses. Donc en même temps, on a besoin d'un peu moins de travail, c'est pas un effondrement, je répète, ça n'est pas la fin du travail, mais il y a bien une raréfaction du besoin de travail, je vais y revenir, et en même temps, on est plus nombreux. Grâce au travail des femmes, grâce aux bébés qui sont nés il y a 25 ans et qui deviennent adultes, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Si on était dans un pays moins coincé, ça devrait être des bonnes nouvelles. Premièrement, on n'a jamais connu une telle abondance. Depuis 1974, ça fait plus de 30 ans, 40 ans maintenant qu'on dit qu'on est en crise, mais le gâteau, la richesse produite en France a presque triplé, donc jamais on n'a connu une telle abondance. Il faut vraiment faire gaffe aux problèmes d'environnement, aux problèmes de surconsommation, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, jamais une telle abondance. Deuxième bonne nouvelle, les robots, les ordinateurs, l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens font qu'on a besoin de moins de travail. C'est plutôt une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, on est plus nombreux et nombreuses à vouloir travailler et plus qualifiées. Donc si on était dans un pays moins coincé, ça serait du bonheur pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'en fait, en France, cette question du temps de travail est très difficile à bouger. Et donc aujourd'hui, la durée réelle pour un temps plein est à 39h50. Le contrat social, la norme pour un temps plein aujourd'hui en France, l'INSEE nous dit qu'on est à 39h50. La durée légale
à l'heure où on parle, la durée légale est encore à 35 heures, mais la durée réelle moyenne est à plus de 39 heures. Et de l'autre côté, des millions de chômeurs et de chômeuses font 0 heure par semaine. Donc il y a un partage du travail qui est stupide. Donc la question n'est pas pour ou contre le partage du travail, mais plutôt quel partage? Est-ce qu'on continue à subir le partage qui est imposé par le marché, qui est un partage sauvage, et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires, ou est-ce qu'on est capable de négocier, de lancer une négociation pour un partage plus juste, plus intelligent, plus équilibré?